Ça veut dire quoi, je suis dindon? Ça veut dire que j'ai le sentiment d'avoir joué le jeu de l'éducation, joué le jeu d'avoir un travail, joué le jeu de payer mes impôts. Et au final, j'ai aujourd'hui plus de difficultés économiques et sociales que mes parents. Ce sentiment d'avoir une élite qui ne vous écoute plus, qui ne pense même plus à vous et qui fait ses choix politiques dans son coin à Paris sans se soucier de la traduction concrète de leur politique, c'est quelque chose de très puissant. En gros, sur un quinquennat, on n'a pas eu un budget qui tenait la route. Et ça, on sait qu'en 2027, il va falloir régler l'addition et on sait aussi que ce seront les contribuables, ceux qui paient l'impôt, qui vont le régler en majorité, donc par définition les classes moyennes. En début de semaine, le budget 2026 a enfin été adopté. Que pensez-vous de la copie finale? Va-t-elle pénaliser davantage les classes moyennes? Immédiatement, pour les classes moyennes, il y a quelques mesures qui vont changer un peu leur quotidien, qui vont peut-être avoir un impact sur le budget. Je pense notamment à la taxe 2 € sur les petits colis provenant d'achats sur des plateformes chinoises notamment. Bon là, effectivement, puisque ce sera par produit, on peut imaginer que sur 3 à 4 colis qu'on se fait livrer, on peut avoir 6, 8 € de plus. Donc il y a un impact global en termes de pouvoir d'achat. Après, il y a un avantage, on va dire, un peu psychologique qui est remis en question, c'est la possibilité d'utiliser son CPF pour passer le permis de conduire. Je dirais que ça va toucher évidemment une frange qui n'avait pas forcément les moyens aujourd'hui de mettre 2 000 € dans l'achat de son permis de conduire. Après, ce qui est très inquiétant et ce qui, moi, me soucie, c'est l'impact à long terme de ce budget où finalement, il n'y a pas grand-chose qui a été décidé. On ne touche pas aux 10% de frais pour les retraités. On réindexe, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le barème sur l'impôt sur le revenu, ce qui évite à 200 000 foyers modestes d'entrer dans le monde des contribuables. Ce qui m'inquiète à long terme, c'est qu'on sait très bien que ce sont quelque part des ballons d'essai. Et ça fait des années qu'on tape sur ce genre d'idées, qu'on les fait ressortir à chaque budget et qu'à un moment donné, on se doute que ça va finir par arriver. Et là, ça aura un impact sur les classes moyennes. Je pense donc aux impôts, une hausse des impôts sur le revenu. Je pense évidemment à une baisse des avantages sur les pensions de retraite. Là, on voit bien qu'il va y avoir à un moment donné une sorte d'arbitrage. Et moi, ce qui me fait peur, c'est 2027. Et ce qui m'inquiète, c'est que on termine en gros ce quinquennat sans avoir fait de choix budgétaires depuis 3 ans. Parce que le budget 2027, je vous annonce déjà qu'on dira que c'est un mauvais budget, mais qu'on n'avait pas le choix et que c'était mieux que de ne pas avoir de budget du tout. C'est ce qu'on a dit pour cette année, c'est ce qu'on a dit l'année dernière. Et le dernier budget qui a été voté en 49.3, on s'est rendu compte en cours de route qu'il avait un trou dans la caisse, une erreur de compte de 30 milliards. En gros, sur un quinquennat, on n'a pas eu un budget qui tenait la route. Et ça, on sait qu'en 2027, il va falloir régler l'addition et on sait aussi que ce seront les contribuables, ceux qui paient l'impôt, qui vont le régler en majorité, donc par définition les classes moyennes. Pouvez-vous donner une définition de cette classe moyenne? La classe moyenne, on demande toujours combien elle gagne. Moi, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que la classe moyenne, ça va au-delà des seuls revenus que l'on touche. C'est vraiment une culture, un état d'esprit, c'est-à-dire que vous discutez avec quelqu'un qui gagne 6 000 € par mois, qui est donc en termes financiers très largement au-dessus de ce que touche théoriquement en barème INSEE une classe moyenne, il se sent classe moyenne. Vous allez ensuite sur les plus modestes, ils ont le sentiment d'être des classes moyennes déclassées. Donc en réalité, la classe moyenne, c'est une espèce de mot valise qui regroupe à peu près toute la population française. Maintenant, si on prend des bornes en termes de revenus, je pars du principe que la classe moyenne, c'est d'abord un foyer, une famille. J'estime donc que par famille, on est entre 2 300 € net par mois et un petit 5 000 € net. Entre les deux, vous êtes dans la classe moyenne. Elle représente à peu près 60% de la population. C'est pas loin de 2 Français sur 3. Ensuite, géographiquement, il y a évidemment une classe moyenne beaucoup plus importante en périphérie des très grandes agglomérations. C'est-à-dire qu'au cours des 40 dernières années, elle s'est éloignée des grands centres-villes, cette classe moyenne, pour pouvoir avoir ce qui est fondamental dans la philosophie et la vision de la classe moyenne, c'est-à-dire être propriétaire d'une maison avec voiture et des enfants. Je dirais que géographiquement, vous avez 80% du territoire français qui est le territoire des classes moyennes. Il y a une vraie segmentation, c'est-à-dire qu'il y a eu une gentrification des grands centres-villes, et c'est ce qui donne aussi ce sentiment à la classe moyenne d'être un petit peu déclassée et de ne plus avoir voix au chapitre. Parce qu'il n'y a plus cette mixité qu'il pouvait y avoir il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous entendez, vous voyez, vous avez une vision du monde qui est souvent celle des très grandes agglomérations. Donc ça explique par exemple l'incompréhension qu'il peut y avoir
entre les très grands centres urbains, très bien desservis par les transports en commun et qui sont des discours anti-voiture, et puis la classe moyenne et le reste du territoire qui a besoin de la voiture et qui va donc ressentir ce discours anti-voiture comme un discours stigmatisant anti-classe moyenne. Ce sont les classes moyennes des gens qui votent, qui jouent le jeu du socle républicain. Ce sont des gens qui travaillent. Tout le discours sur l'assistanat n'est pas du tout accepté dans la classe moyenne parce que la valeur travail est quelque chose de fondamental. Et c'est une catégorie qui croit au pacte républicain. Ce sont des familles qui ont vraiment un attachement très fort à la valeur de l'éducation. On progresse socialement parce qu'on a bien travaillé à l'école, obtenu les diplômes et pu s'insérer dans la vie économique et sociale. Dans l'état d'esprit de la classe moyenne, on est dans une situation sociale plus privilégiée que ses parents et ses enfants doivent continuer à progresser socialement. Aujourd'hui, vous dites que ce sont les dindons de la société, qu'ils se sentent trahis. Par qui et pourquoi ? Ça veut dire quoi, je suis dindon ? Ça veut dire que j'ai le sentiment d'avoir joué le jeu depuis le début, joué le jeu de l'éducation, joué le jeu d'avoir un travail, joué le jeu de payer mes impôts. Et au final, j'ai aujourd'hui plus de difficultés économiques et sociales que mes parents. C'est cette colère-là, ce sentiment qui existe. Et c'est une révolte silencieuse. Je mets le début du déclin des classes moyennes avec François Mitterrand. Je ne lui en veux pas, évidemment, d'avoir décidé d'avancer l'âge de départ à la retraite à 60 ans, parce qu'à cette époque-là, les gens qui partaient à la retraite avaient commencé à travailler très jeunes, avaient connu la guerre et avaient une espérance de vie qui était autour de 65 ans. Donc ça avait du sens. Mais le problème, c'est qu'il a réduit le temps de travail sur toute la vie en avançant la retraite à 60 ans. Il a réduit le temps de travail en augmentant la semaine sur l'année, la semaine de vacances, puisqu'on est passé de 4 semaines à 5 semaines de congés payés. Et il a réduit le temps de travail sur la semaine en passant de 40 à 39 heures et il a joué sur les 3 curseurs en même temps. Évidemment, ce qui s'est passé, c'est que dans les années qui ont suivi, on a vu une augmentation du chômage parce que les entreprises se sont adaptées. Elles ont soit délocalisé, commencé à délocaliser, soit installé des robots à la place des ouvriers. Et donc, c'est la classe des petits chefs d'atelier, la classe moyenne qui a été dans les grands wagons de licenciement. Il y a des choses qui sont parfois mises en place et qui se retournent depuis 40 ans contre cette classe moyenne. C'est une population qui vit dans les endroits où la France va mal, dans les villes moyennes, où les commerces de proximité, les services publics ferment. Et effectivement, la fin du cumul des mandats a fait que vous avez le maire qui est l'interlocuteur politique local, et on sait à quel point c'est devenu difficile pour les maires au cours de ces dernières années, parce qu'ils sont devenus les seuls interlocuteurs du français moyen. Et puis vous avez des députés, des sénateurs qu'on ne voit plus, parce qu'ils n'ont plus besoin d'être au contact direct avec leurs administrés. Ils ont juste besoin d'être là au moment des élections. Ce sentiment d'avoir une élite qui ne vous écoute plus, qui ne pense même plus à vous et qui fait ses choix politiques dans son coin à Paris sans se soucier de la traduction concrète de leur politique, c'est quelque chose de très puissant. Si vous prenez l'éducation, il y a eu une dégradation des diplômes par rapport à la génération précédente. Moi, ma mère, elle a passé son bac en 1968. C'était encore un exploit quelque part, c'était valorisé d'avoir le bac. Et vous pouviez prétendre à un métier un peu plus gratifiant une fois que vous aviez votre baccalauréat. 60% de la classe d'âge avait son baccalauréat, donc ça avait une valeur évidemment. 94% de la classe d'âge a son baccalauréat aujourd'hui. Ça entraîne quoi ? Ça entraîne une sélection post-bac et qui pénalise précisément la classe moyenne. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer des études supérieures. Il y a 30 ou 40 ans, vous étiez bachelier, vous alliez assez naturellement vers une faculté, vers l'université, et vous pouviez décrocher un diplôme. Aujourd'hui, vous avez une prime à ceux qui paient très très cher leur scolarité pour une école de commerce ou pour une école d'ingénieur. Donc vous voyez, il y a une dichotomie. Ceux qui sont dans le ventre mou de la société, ceux qui ont une situation médiane, n'arrivent plus à accéder à ce qui va donner ensuite à leurs enfants des diplômes pour avoir des métiers de meilleure qualité et mieux rémunérés. Donc on stagne, on plafonne. En 2018, 51% des Français envisageaient une amélioration de leur situation personnelle dans les 5 années à venir. En 2024, ils ne sont plus que 34%. Comment ce sentiment s'est-il accéléré ? Ce qui s'est passé en quelques années, c'est qu'on a cumulé
un certain nombre de crises. Et je dirais que les crises ont particulièrement impacté la catégorie des classes moyennes et la catégorie des dindons. Ils ont été impactés par le Covid en se posant beaucoup de questions existentielles. C'est-à-dire que ce sont des populations qui n'étaient pas forcément heureuses dans leur travail et qui se sont donc posé des questions. Je dirais que dans cette catégorie, vous avez les serveurs, les commerçants qui se sont dit est-ce que ça vaut encore le coup de travailler autant pour gagner si peu? Cette crise-là, elle a eu un impact psychologique, y compris sur les enfants de cette classe moyenne qui se sont interrogés sur leur devenir et sur leur relation au travail. Et encore une fois, pour les classes moyennes, la valeur travail est quelque chose de cardinal, de central pour évoluer socialement. Ils ont été impactés évidemment par la hausse de l'inflation, parce que c'est une population qui consomme évidemment, qui met de côté aussi un peu d'épargne et qui donc, étant un peu plus fragile économiquement, a dû piocher dans son épargne pour pouvoir passer les différents caps et les différentes hausses de prix. Et qui a donc eu le sentiment d'être en fragilité, d'être plus fragile aujourd'hui que ça ne l'était il y a 5 ou 6 ans. Et comme c'est une population qui est intéressée par la politique, qui vote, le trouble politique qu'on est en train de vivre depuis 18 mois, depuis la dissolution, les impacte aussi. Et donc tout ça fait un environnement qui fait qu'on a moins foi, moins confiance en l'avenir. Ça crée une souffrance très forte parce que c'est pour ces enfants qu'on a peur. Mais alors, comment les sortir de ce déclassement et de ce manque de confiance? Ce qui est assez effrayant et dingue en réalité, c'est qu'on est dans un pays surendetté et tout le monde s'en fiche. Sauf qu'en 2027, le premier budget de l'État, ce sera le remboursement des intérêts de la dette. Et ça veut dire que ces 70 milliards qu'on va mettre pour ça ne pourront plus servir pour l'intelligence artificielle, pour l'éducation, pour l'hôpital, pour toutes ces choses qui sont très importantes évidemment pour le pays et qui servent les classes moyennes. Donc il faut que les classes moyennes se reprennent en main dans le sens se préparent à ça, c'est-à-dire sachent qu'il faut faire des choix, il faut privilégier le temps long, ne pas être dans la gestion de l'urgence, donc effectivement se nourrir correctement, réapprendre des gestes simples, apprendre des métiers qui sont des métiers très concrets, des métiers manuels, à les valoriser et à croire en eux parce qu'ils ont un potentiel d'avenir. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, être bobo, faire attention à son alimentation, manger les produits de saison, ne pas jeter trop de déchets, etc., c'est ce que faisaient mes grands-parents, en réalité. C'est pas du passéisme, c'est pas dire c'était mieux avant, c'est juste regarder la réalité du monde aujourd'hui et se dire il y avait des choses qu'on faisait sans y penser il y a 50 ans qu'il faut peut-être redécouvrir. Et ça, c'est la responsabilité de la classe moyenne. Et puis de l'autre côté, évidemment, il faut que la politique joue un peu moins un jeu de rôle et fasse un peu moins de politicaillerie et se mette dans le souci de privilégier l'avenir de cette population. Donc, mettre en place des projets, évidemment, pour l'avenir. Et ça, plus personne ne croit en réalité à cette possibilité que la France puisse encore se lancer sur des grands défis comme les data centers, comme l'intelligence artificielle, comme la voiture de demain, etc. C'est cette foi qu'il faut qu'on arrive à retrouver. Et ensuite, je pense que les Français sont prêts à jouer le jeu et à travailler pour relancer le pays. Il y a eu d'énormes manifestations au moment des retraites, de la réforme des retraites, parce qu'elle a été mal boutiquée, mais je pense que les Français, et notamment les dindons, savent qu'il va peut-être falloir travailler plus, mais veulent savoir pourquoi travailler plus. Et si effectivement, eux seront gagnants s'ils travaillent plus et surtout leurs enfants. Et j'ajoute d'ailleurs dans les solutions, il faut rouvrir pas que des agences immobilières ou des banques dans les centres-villes, il faut rouvrir des bars, des PMU, des lieux de vie, des endroits où les gens se croisent en vrai parce que c'est ce qui aussi redonne de la discussion et du souffle démocratique. Finalement, toutes ces fermetures de commerce ont isolé les gens, cette population-là, sur ses écrans, sur sa bulle de réseau social et ne fait ressortir que les doutes qu'on a par rapport à la politique et à ceux qui nous gouvernent.